Et je cède l'animation à Pierre Paco. Bonjour à tous, alors à Pierre Paco et à Dominique également, on va animer cette table ronde à deux. Merci beaucoup, merci à la ville de Marseille et à France Ville Durable en particulier pour nous accueillir aujourd'hui. Donc une table ronde aujourd'hui qui se cible sur la mission ville, ce nouvel instrument d'Horizon Europe et plus particulièrement sur les perspectives nationales et européennes. Oui, bonjour à tous et toutes. Donc, effectivement, nous avons parlé, nos prédécesseurs ont parlé du point de vue des collectivités. On va aussi aborder ce que des outils européens, et centrés en partie sur la recherche, peuvent apporter de la connaissance aux élus, de la participation et des modes de participation avec les citoyens. Et pour ce faire, nous avons trois invités. Donc, Harry Twinder, qui est Legal and Policy Officer à la DGRI, la Direction Générale Recherche et Innovation de la Communauté Européenne. Elena Simeon, qui est coordinatrice d'un outil dont nous allons parler amplement, qui est Capacities, et qui travaille également à l'Agence de financement de la recherche en Roumanie, et Eugénie Cartron, qui est donc spécialiste en design systémique pour la plateforme Net Zero Cities, qui est également un outil que la Commission européenne met à disposition des communes pour les accompagner dans leur processus et leur action. Donc moi-même, Dominique Mathieu-Hubert, on l'a cité, je cède la parole à Pierre Paco. Nous représentons l'un et l'autre, donc le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Transition écologique, des collectivités, de la cohésion des territoires. Alors peut-être quelques mots sur la mission ville, on l'a abordé déjà ce matin, pour ceux qui sont un peu moins familiers. Alors ça fait partie du programme cadre de recherche et innovation européen qui s'appelle Horizon Europe, qui succède à H2020, qui est doté de près 100 milliards d'euros, donc c'est très significatif sur tous les domaines sectoriels, de l'amont jusqu'à l'aval. Et c'est une mission. Alors c'est quoi une mission ? Alors une mission, c'est un nouvel instrument puisque ça a pour but de travailler sur des problématiques et des enjeux particulièrement complexes parce que transsectoriels, parce que interdisciplinaires, parce qu'ils ont besoin aussi d'un échange particulier avec le terrain, des solutions bottom-up et qui privilégient des expérimentations et dans ce cas-là, des expérimentations à large échelle. Alors, c'est, vous le savez, le souhait de transformer 100 villes vers la neutralité climatique, donc neutralité carbone, sans oublier évidemment les autres paramètres. On a parlé de donuts, on a parlé des limites planétaires, on a parlé également du plancher social précédemment. Alors, avec un horizon, c'est ça ce qui nous intéresse également du côté français, c'est d'avoir cette échelle de temps, donc 2030, qui peut paraître extrêmement ambitieux évidemment, et en préparation de la neutralité climatique de l'ensemble du continent européen en 2050. Donc, on la trouve intéressante, cette mission, par cet objectif assez clair, finalement, par le fait également de la méthode, cette expérimentation à large échelle, et qui nous semble assez intéressante côté État français, puisqu'en complément d'un certain nombre d'outils que l'on a, et qui traitent plutôt, on va dire, le domaine sectoriel, ou également sur le domaine territorial, mais qui s'axent bien souvent sur l'échelle du quartier, où des travaux significatifs sont faits. Et puis évidemment, à Dominique et moi-même en particulier, sur le côté innovation, ces villes, il y en a peu, voire pas, à l'échelle européenne. Et évidemment, l'ambition est quand même très très forte. Alors pour vous rappeler que dans cette mission ville, il y a eu une forte, il y a eu un fort impact côté français, puisqu'il y a eu 23 villes qui ont proposé leur candidature, 9 villes ont été retenues. Alors 9 villes au sens large, puisque ce sont des villes ou des métropoles. Alors je cite les métropoles, pour ceux qui ne les ont pas en tête. Métropole d'Angers, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Nantes, la communauté urbaine de Dunkerque et 3 villes, la ville de Paris, Lyon et Marseille évidemment. Et bravo à vous tous, les villes qui ont été retenues. Ça a apporté une forte dynamique, on va le voir par la suite avec la table ronde notamment animée par France Urbaine juste après, et aussi évidemment des attentes. Et peut-être ce qui est intéressant, Dominique, c'est que ça s'inscrit très bien aussi dans les politiques publiques européennes et françaises également. Tout à fait. Donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a, vous l'avez constaté, beaucoup d'initiatives au service des collectivités, mais peut-être parfois ne donnent-elles pas l'impression d'être fédérées. Et le programme européen nous permet, ce programme
et ce groupe Mission Ville nous permet de bénéficier des apports des collectivités amies, des collectivités européennes, qui inspirent nos territoires, à replacer cela aussi dans le cadre de nos politiques publiques. Et nous avons des outils nationaux. Je citerai par exemple le POPSU, donc la plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines, qui travaille pour informer en collaboration entre les chercheurs et les collectivités. Et nous pouvons quand même penser que les collectivités ont besoin de moyens pour agir, mais elles ne dédaignent pas non plus être informées. Et tous ces projets vont dans le sens de coordonner les actions. Et donc, nous avons une attention particulière sur la temporalité. 2030, c'est très proche. 2050 est l'horizon plus éloigné, plus partagé au niveau européen, mais 2030 aussi, nous devons agir. Et nous allons donc pouvoir nous inspirer des exemples de nos voisins européens. Donc Pierre. Alors, peut-être juste avant de passer la parole, juste pour vous rappeler qu'on a donc, ça a été évoqué ce matin, le groupe Miroir Ville, en disant juste un mot, participation des ministères, des agences, des parties prenantes, des associations de villes, pour disséminer les opportunités et faire en sorte que ces opportunités européennes, c'est centré sur les programmes européens, profitent aussi aux acteurs français, de faire de l'alignement, et on se rend compte que c'est particulièrement utile à l'intérieur de l'État, avec les agences, avec les acteurs de façon générale, et puis de faire le lien avec les outils existants, et on en a. On a parlé déjà un peu de France 2030, que vous connaissez bien. Sachez qu'il y a une stratégie d'accélération, c'est un instrument particulier qui rassemble en fait essentiellement des appels à projets de l'amont à l'aval sur la ville durable. La ville durable et le bâtiment innovant, 700 millions d'euros. Dedans, ces 700 millions d'euros, un programme de recherche qui s'appelle le PEPR, Programme Équipement Prioritaire de Recherche, mené par le CNRS et UGE, et un programme, 300 millions d'euros, un peu plus de 300 millions d'euros, démonstrateur de la ville durable, qui s'attache à transformer des quartiers avec 39 villes actuellement, avec des quartiers, villes ou métropoles, dont les métropoles d'Aix-Marseille, de Bordeaux, de Nantes et Lyon, qui ont des projets justement de transformation des quartiers. Voilà, donc faire du lien et finalement de cette action européenne, on a une table ronde aujourd'hui qui rassemble 3 acteurs qui ont un rôle clé dans la partie européenne et qui ont à la fois une vision stratégique mais également une vision opérationnelle, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Alors on va peut-être commencer par Harry. Harry, vous travaillez donc à la direction générale RTD, donc des DGRI en charge de la recherche à la Commission européenne, très impliqué sur la mission ville. Est-ce que vous pouvez nous faire un premier bilan des actions qui sont menées après à peu près 1 an et demi, depuis lesquelles les villes ont été retenues, les 100 villes européennes ont été retenues dans le programme de la mission ville? Merci Pierre, bonjour. Premièrement, je m'excuse pour mon accent, je suis néerlandais. Voilà, le perspective européen, vous allez avoir. Avant de dire où on est et qu'est-ce qu'est le premier bilan, une petite perspective sur comment s'était lancée cette mission à Bruxelles. Première chose, c'est la mission, c'est un nouveau outil dans le cadre de la recherche où personne ne savait comment ça doit marcher. C'était quelque chose vraiment innovation à côté de la Commission, qui n'est pas normal parce qu'on est des bureaucrates et surtout technocrates chez nous, et on essaie d'éviter le risque et pas prendre le risque comme on a fait avec les 5 missions qui sont lancées là. Deuxièmement, la mission, surtout sur les villes, on nous a instruit d'écouter des villes, écouter des citoyens. Ça non plus, on a l'habitude. Normalement, nous, on dit qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'on sait mieux. On est des technocrates dans cette sens-là. Alors ça aussi, c'était un petit changement de culture chez nous. Troisièmement, vous avez parlé déjà intersectoriel, il faut travailler ensemble. Nous, la mission a nous obligé de travailler avec 12 directions généraux. Qui sont toutes sectorales, une sur transport, une sur énergie, l'autre sur climat,
l'autre sur environnement, cohésion régionale, etc., etc. Alors ça, c'était aussi un choc culturel pour nous. Comment il faut travailler ensemble et comment on peut définir ensemble des buts communs. Et je pense que ce défi-là est aussi le même pour les États membres, les mêmes pour les collectivités locaux, parce que partout, on a vu que regarder le climat, changement climatique, c'était toujours un petit peu vu comme une chose sectorale. On regarde le transport, on regarde l'énergie, on regarde les immeubles, mais on ne regarde pas ça dans une idée cohérente, le fameux holistique. Et ça, c'est un défi aussi qu'on a vu. Alors, qu'est-ce qu'on a réussi jusqu'à maintenant? Première chose, c'est, et ça c'est une autre petite anecdote, on avait vraiment énormément de villes qui se posaient candidats pour participer dans la mission. Nous, on n'avait pas pensé qu'on allait arriver à recevoir 370, désolé, c'est belge, 377 applications qui toutes voulaient participer dans ce défi de devenir climatiquement neutre à 2030. Ça, c'est une grande surprise. Deuxième chose, ça nous permet de vraiment avoir une sélection de villes qui représentent dans toute l'Europe, mais aussi toutes les conditions spéciales. Ça veut dire qu'il y a des villes portuaires, il y a des villes dans les montagnes, il y a des grands, de petits. Le minimum, c'était 50 000 habitants, mais quand même. Et on voit vraiment la diversité européenne aussi dans cette sélection-là. Le désavantage avec ça, c'est tout le monde a des problèmes très différents. Et ça veut dire qu'on a juste compris qu'il n'y a pas de solution typique pour tout le monde qu'on peut vraiment prendre là. Alors, on a reçu le premier 10 contrats par des villes maintenant, le Climate City Contract. Et on a fait le review de cette premier 10 contrats et on va annoncer dans 2 semaines qui va obtenir quelque chose qu'on s'appelle City Mission Label. Et qu'on a appris de ces contrats-là, c'était que, et on va revenir sur cette question plus tard, le grand défi, c'est de regarder un plan d'action. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire toutes les émissions, de devenir climat neutre, en lien avec qu'est-ce qu'on a besoin comme investissement pour faire cette chose-là. Et les villes ont vraiment eu du mal de vraiment faire un plan d'investissement cohérent. Ce n'est pas un surprise peut-être, mais ça c'est une chose commune qu'on a vue dans toutes les 10 propositions jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on a eu encore pour aspect positif? C'est vous qui vous êtes assis ici, c'est les États membres qui ont construit des groupes miroirs, qui ont essayé aussi de regarder comment ils peuvent aider leur ville. Et on a des groupes miroirs en Espagne, en France, en Suède. Viable City, c'était déjà là avant même. Et en Allemagne, même un support en Pays-Bas. Et on voit ça, vraiment, c'est quelque chose que, quand on discute aussi plus tard le rôle des États membres, c'est quelque chose qui est vraiment une mobilisation très importante. Capacities, voilà ma voisine, joue un grand rôle aussi pour établir toutes ces choses-là. Et last but not least, on a une plateforme, Net Zero Cities, qui aide les villes et qui joue un rôle vraiment prédominant pour aider les aspects opérationnels. Et là, c'est aussi ma voisine qui peut dire quelque chose sur ça. Alors ça, c'est les choses positives. Je pense que sur les choses plus compliquées, on va revenir. Voilà.
Merci beaucoup, Harry. Donc, finalement, on a on va dire une structure qui se met en place. Est-ce qu'il y a un enjeu qui vous paraît vraiment clé aujourd'hui, quitte à rentrer un peu plus dans le détail après, pour la réussite de la mission ville? Oui. Quand on a lancé la mission aussi, dans le couloir à Bruxelles, c'était Mission Impossible. Merci beaucoup. Non, le vrai défi, c'est très clair, hein, qui est faire le lien entre le plan d'action et l'investissement. Qu'est-ce qu'on a besoin pour réaliser le plan d'action? Et là, il y a deux aspects. Une qui est qu'on voit les villes regardent trop qu'est-ce qu'ils pourraient anticiper pour programmes européens, programmes publics, nationaux, régionaux, où on sait que 80% des investissements qui sont nécessaires pour devenir climat neutre, normalement, devient dans le secteur privé. Et on ne voit pas dans les plans jusqu'à maintenant qui sont soumis à nous, comment on va utiliser l'argent public pour stimuler l'investissement privé. Et ça, c'est une chose qui est un grand défi qu'on doit vraiment discuter aussi à côté de la Commission elle-même. On travaille avec la Banque européenne d'investissement pour essayer de trouver des moyens là aussi. Merci. Du coup, nous avons bien compris qu'il y a des situations particulières, il n'y a pas de solution unique, il doit y avoir des solutions adaptées. Pour cela, la Commission a mis en place, a permis, par le biais d'une plateforme Net Zero Cities, un outil d'accompagnement des collectivités. Donc, Eugénie, puisque vous êtes membre de Net Zero Cities, est-ce que vous pouvez, d'abord, partagez-vous le point de vue qui vient d'être exprimé par Harry Twinder, le point de vue de la Commission, et peut-être pouvez-vous revenir sur ces leviers, ces verrous, nous expliquer également comment vous accompagnez en ingénierie. Là, on va parler plutôt de moyens intellectuels, les moyens financiers, on en parlera tout à l'heure. Comment vous accompagnez les villes? Avez-vous des exemples à nous proposer sur ce sujet? Oui, bien sûr. Alors, ravie de vous rencontrer tous et de voir certains visages familiers à nouveau. Donc Net Zero Cities, c'est déjà 1 an et demi de travail avec les 112 villes sélectionnées pour la mission, dont les 9 villes françaises. Et donc notre travail à nous, c'est vraiment d'être dans catalyser la transition, de former un tremplin à horizon 2030, de travailler réellement avec des villes sur cet horizon plus proche, avec l'idée de faire en sorte d'expérimenter, de tester et d'apprendre à vitesse. Parce que l'objectif, il est plus grand, c'est effectivement, il y a l'objectif de continent climat neutre à horizon 2050 derrière. Et on sait qu'il y a plein d'autres villes dans plein de pays, y compris la France, qui regardent du coup ces villes sélectionnées. Et notre objectif, c'est de faire en sorte de travailler étroitement avec ces villes-là pour pouvoir permettre d'apprendre ce qui fonctionne. Alors ça veut dire aussi travailler sur faire une transition juste, donc ça veut dire qu'on apporte des expertises aussi sur ce qui est gouvernance, participation citoyenne, engager les acteurs, qu'ils soient privés, publics, civiques, même les médias parfois. Donc c'est vraiment apporter aux villes des nouvelles compétences qu'ils peuvent pas forcément avoir pour des questions de temps, pour des questions de budget, pour des questions multiples. Et donc nous, on va mettre à disposition, par exemple, un City Advisor par ville qui est sélectionné dans la mission. Donc pour chacune des 112 villes. Vous avez Julie, ici présente, qui est par exemple l'une de ces personnes. Et ça va être vraiment un guide qui travaille avec la ville dans son quotidien pour suivre ce qui se passe et vraiment servir de liaison, servir de lien avec ce que nous, on appelle les spécialistes en interne à Net Zero Cities. Donc, j'ai entendu parler d'experts un petit peu. Nous, notre vision, c'est aussi qu'il n'y a pas d'experts sur la transition à cette échelle-là, parce que, a priori, nous ne l'avons pas déjà fait. Donc, du coup, on parle de spécialistes, parce qu'effectivement, on a un groupe de personnes en arrière-plan qui sont prêtes à mettre à disposition du temps et leur qualité, leurs compétences pour pouvoir travailler sur des sujets qui posent problème aux villes, sur leurs obstacles, sur ces idées de verrous, de leviers qui ont besoin d'être actionnés. Et donc, ces experts, ces spécialistes vont travailler sur le développement d'outils.
On peut par exemple penser aux indicateurs qui ont été développés par Net Zero City, qui ont été mis en place, qui ont été rendus disponibles plutôt pour les villes, pour les supporter dans leur logique d'apprentissage, mais aussi par exemple la mise en place d'un modèle économique qui permet de développer des scénarios. Et donc ça, c'est des choses qui sont rendues disponibles aux 112 villes de la mission, mais qui aussi contribuent à créer cette plateforme en ligne qui vraiment a cet objectif de créer un environnement open source où nous, Net Zero Cities, en travaillant avec les villes, au fur et à mesure, on apprend de nouvelles choses, on développe de nouveaux outils, on développe de nouvelles compétences, de nouvelles méthodes, de nouvelles approches, et on les partage. L'objectif, c'est que cette plateforme, elle est open source. Elle est accessible à toutes les autres villes qui veulent nous suivre et essayer de prendre ce tremplin qu'on essaye de construire. Et donc, ça reste une opportunité qui est ouverte à toutes les villes européennes et françaises. Après, un deuxième objectif vraiment de Net Zero Cities et du support que l'on fournit, c'est de créer une communauté. Alors cette communauté, on la voit de manière très pragmatique avec les 112 villes de la mission, parce qu'on organise ce qu'on appelle des écoles d'été. On s'est rejoint à Côme déjà en juin, à Santander en juillet, et on sait qu'il y a Budapest qui va arriver en novembre. Donc réellement, on se rejoint physiquement dans des espaces ensemble pendant plusieurs jours pour travailler sur les questions qui fâchent et se dire comment on engage le secteur privé, comment on parle de ces questions de risques stratégiques pour les engager dans la conversation avec nous, comment on travaille avec les citoyens, comment est-ce qu'on développe des scénarios, comment on utilise un modèle économique pour faire les bons choix, faire les bonnes priorités. Donc tout ça, c'est des choses qui vont, au fur et à mesure, être rendues de plus en plus disponibles pour les autres villes qui ne font pas forcément partie de la mission, notamment par rapport au programme de villes jumelles qui a été annoncé hier. Je pense que certains d'entre vous ont dû pouvoir voir les résultats, mais c'est par exemple cette logique de partage entre villes qu'on essaye d'augmenter et de rendre de plus en plus important sur l'Union européenne. Alors vous parliez des leviers, des verrous, et donc ça sera mon dernier point. Ce qu'on a réalisé en travaillant avec les villes et avec les City Advisors notamment, c'est qu'on a besoin d'être plus proche sur le terrain et donc dans les mois à venir, sur l'automne, on va mettre à disposition des villes de la mission 3 spécialistes en support supplémentaire. L'un sur le financement, parce qu'effectivement c'est une grosse question. Et il faut apporter réellement un angle critique, oui, mais aussi un angle innovant, parce qu'on sait qu'il y a des nouvelles structures, des nouveaux instruments à développer. Et pour ça, on a besoin de mettre à disposition des personnes qui ont des compétences dans ce domaine clé. Le deuxième domaine, c'est la gouvernance, l'engagement avec les parties prenantes, avec les citoyens. Parce que comme était dit par nos prédécesseurs sur ces fauteuils, effectivement, c'est aussi un énorme verrou pour réellement faire de la mission un succès à grande échelle. Et le tout dernier verrou qu'on voit, c'est réellement cette idée de créer des portfolios d'actions qui sont synergiques. C'est-à-dire quand on agit pour le climat, on ne fait pas juste des listes d'actions au hasard. Il faut réellement penser à la synergie de ce qu'on fait, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue création de capacité, d'un point de vue création de données. Donc réellement faire en sorte d'avoir une action qui est intégrative et qui permet d'accélérer plutôt que de rajouter un par un des projets supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment les 3 spécialités qu'on va commencer à apporter vraiment au plus proche du terrain. Et je rajouterais que quand même la ville, c'est 112 villes à échelle européenne. Ça fait à peu près 12% de la population européenne avec laquelle on travaille. C'est énorme. Et du coup, dans notre travail, on se retrouve très rapidement face aux multiples niveaux de gouvernance en Europe. Et donc, nous, notre grand appel d'aujourd'hui et de toujours, c'est de dire qu'on a besoin de combiner avec d'autres plateformes. On a besoin d'être en relation avec, effectivement, le groupe Miroir à l'échelle française, par exemple, l'Union européenne, mais aussi, du coup, les réseaux comme ceux de Capacities dont j'aimerais bien entendre un petit peu plus. Oui, merci beaucoup Eugénie. Donc on voit bien finalement une plateforme Net Zero Cities au service des 112 villes, mais également au-delà via la plateforme, et des services d'expertise dans des sujets qu'on a déjà abordés ce matin, qu'on a commencé à aborder ce matin. Alors Elena, merci beaucoup d'être avec nous. Alors
Voilà, micro. Merci beaucoup, Elena, d'être avec nous. Donc, aidez-nous aussi à comprendre le rôle d'une autre plateforme, d'un projet européen aussi en accompagnement qui est Capacities, que vous pilotez. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, le rôle de Capacities et nous donner quelques mots sur la création, pourquoi ce projet dont on fait partie avec plaisir avec Dominique et les collègues de l'ANCT et France Ville Durable notamment. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Mon français n'est pas le meilleur au monde, donc j'espère que notre message sera transmis correctement. Je suis ravie d'être ici, de voir le groupe Miroir de France en action. Je pense que hier, on a entendu le même langage, les mêmes mots, décarbonation, régénération. Tout le monde, spécialement les villes, parlent le même. Je pense que c'est déjà un très grand pas dans cette direction. Donc, Capacities est l'initiative de 15 pays de l'Europe. Nous sommes rejoints il y a une année ou presque deux. Et on a plus de 60 partenaires. Nous travaillons ensemble pour mettre en place des mesures qui appuient l'implémentation de la mission ville dans ces pays. Nous travaillons directement avec des autorités nationales et régionales pour former les réseaux dont Eugénie a parlé. Nous travaillons avec des ministères, des agences de financement pour l'innovation et pour la recherche, mais aussi des agences qui sont actives dans le domaine de la transition écologique ou dans la neutralité climatique. Nous sommes, je ne sais pas, on a commencé d'un réseau plus grand, je pense, c'est Driving Urban Transition Partnership. Et cet partenariat, cofinancé par l'Union européenne, a au bord 26 pays d'Europe. Donc, on a commencé comme ça, pour mettre en place cette mesure qui supporte, qui appuie l'implémentation de la mission ville dans ces pays. Nous avons au centre une équipe d'experts de l'Europe. C'est l'Agence pour la promotion de la recherche de l'Autriche, ICLE Europe, Viable Cities de Suède, vous l'avez déjà mentionné, et une agence Enea d'Italie et aussi Climate Kick. Donc, tous ces experts travaillent pour... je peux continuer pour... mettre en place des sessions pour renforcer la capacité administrative dans ces pays, dans nos 15 pays. Bon. On fait ça, premièrement, par étudier comment les groupes, les hubs, on a des noms divers dans nos pays, comment se sont formés, s'ils sont formés, parce qu'on a des pays qui sont vraiment avancés dans ces procès, et France est parmi ces pays. Et on a des pays qui sont au début dans ces procès, au début de comprendre qu'est la décarbonation, qu'est-ce que ça signifie, ou quelles sont les mesures que les autorités peuvent mettre en place pour aider les villes. Et pour ça, on échange, je pense que c'est la 3e édition, se passe l'11 d'octobre, dans la semaine de territoire et villes en Bruxelles, European Week of Regions and Cities. Et dans cet espace qui s'appelle Transnational Mission Alliance, c'est un espace où tous les pays peuvent changer, discuter ouvertement les problèmes et comment, par un exemple, on peut
avoir tous les gens, tous les acteurs qui sont importants à une table ou dans un événement comme ceci. Et aussi, comment on peut échanger, comment on peut se voir, je ne sais pas, apporter une ville, inviter une ville dans la Roumanie pour présenter le support du niveau national. Donc on peut faire cet échange au niveau transnational. Au niveau national, on organise des sessions. C'est les sessions délivrées par nos collègues d'ICLEI Europe. Et ça, c'est pour renforcer la capacité administrative, si c'est correct en français. Et vraiment comprendre qu'est-ce que c'est un contrat climatique. Quel est le rôle de City Advisor, de Net Zero Cities? Qu'est-ce qu'on a appris de cette collaboration de Net Zero City Advisor et la ville? Et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau national? Bon, mon français, ça c'est bien. Bon, merci. Merci, Elena. Donc, Eugénie, Elena, Harry, vous avez certainement beaucoup d'autres choses à nous dire, mais pour plus d'interaction, nous allons ouvrir une séance de questions avec la salle et des points précis vous seront sans doute adressés et vous aurez l'occasion de développer des points que vous n'avez pas eu le temps de nous présenter ou de répondre en détail à des questions maintenant. Alors un micro va circuler. Christian, donc on va vous demander simplement de vous présenter et puis de dire à qui s'adresse votre question, s'il vous plaît. Il y a Christian Brodac qui est ici. Oui, bonjour, je me présente donc Christian Brodag, et je suis vice-président de la commission Villes et Territoires durables et intelligents du CEN, du Comité européen de normalisation, et je suis pilote dans le cadre de la stratégie européenne de normalisation, d'une réflexion sur les villes. Donc, je dirais un mot dessus. Une réflexion générale. Pour la diffusion de l'innovation, il y a trois méthodes. Il y a le marché, c'est-à-dire on affiche une solution et puis les entreprises ou les territoires achètent une prestation. Il y a le réseau, l'aspect échange en réseau, c'est ce que vous pilotez dans l'initiative qui nous a été présentée. Et puis il y a aussi la normalisation. La standardisation qui permet effectivement de faciliter l'accès aux solutions. Alors de quelle innovation il est question? On en a discuté beaucoup hier. On voit bien que ce n'est pas tellement l'innovation technologique qui, elle existe. C'est bien l'innovation dans les processus, dans la capacité à mobiliser les acteurs, les citoyens. C'est dans la gouvernance, c'est dans l'organisation donc de la ville. Et c'est aussi dans les systèmes d'information. Donc c'est tout l'enjeu de la Smart City et de ces questions-là. Donc il y a donc vraiment un usage possible de la normalisation pour résoudre les problèmes des villes. Et alors il y a un deuxième élément qu'il faut avoir en tête, et hier c'était évoqué, c'est la ville européenne versus la ville chinoise et la ville américaine. Enfin les processus et la stratégie européenne de normalisation dit imposer au niveau mondial les normes européennes qui soient compatibles avec les valeurs européennes. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui, non seulement d'être au service des villes et de la transition, mais aussi d'être au niveau international, prendre un leadership sur ces questions-là. Et je finirai pour donner un exemple très précis, parce qu'en face de nous, la Chine est extrêmement bien organisée. Dans le cadre de l'ISO, il y a une commission aux villes et territoires durables, dont je suis d'ailleurs la liaison entre le CEN et cette commission, donc je suis ça de très près. Les Chinois ont monté une association directement connectée avec la normalisation qui s'appelle ISSCC, qui vise à identifier les solutions, à organiser les contributions des villes. À l'origine, c'était soi-disant un réseau international, et en fait, c'est un réseau de villes chinoises qui sont en train de vouloir nous imposer une norme au niveau international sur les villes bas carbone, avec les objectifs chinois. C'est la stratégie 30-60, c'est-à-dire en 2030 culminer les émissions et en 2060 la neutralité. Alors évidemment, on est loin des ambitions européennes à 55% de réduction d'ici 2030. Donc on a un enjeu très important, et ma demande, c'est de pouvoir connecter réellement le réseau des 100 villes
avec ces processus internationaux et notamment le réseau des villes qui existent pour pouvoir faire un rapport de force et relever la tête au niveau international. Alors ça nécessite de faire une jonction entre la normalisation et les différentes directions, par exemple, de l'Europe. Hein. Donc pour l'instant, on est en train de tricoter ça. Il y a eu des réunions la semaine dernière sur ce point, mais voilà, c'est Et je pense que la France, comme en plus la France assure le secrétariat de l'ISO et du SEN, on peut jouer un rôle dans cette affaire-là. Et moi, c'est un appel pour travailler sur ces questions de normes. Donc, moi, j'étais un peu long. Non, mais c'était très utile et c'était pas finalement une question, mais plutôt un appel, une proposition. Ce que vient d'évoquer Christian Broda, qui est quand même au cœur de l'association France Ville Durable, défendre une vision franco-européenne de la décarbonation et de la ville durable face, et moi j'utilise vraiment le face, c'est ce que dit notre bureau, à des visions anglo-saxonnes ou asiatiques qui n'ont pas du tout les mêmes racines. Et notamment, ce que disait beaucoup notre ancien président, devenu ministre, il y a un critère de base, c'est quand même celui de la démocratie en Europe, qui est a priori moins présent dans les deux autres cas de figure, et qu'on a donc des choses à faire valoir sur l'implication des citoyens et la place de la démocratie dans les stratégies de décarbonation face à ces deux autres modèles qui certes vont peut-être tendre à la décarbonation, mais pas forcément avec les mêmes valeurs et dans les mêmes objectifs. On peut peut-être prendre encore une dernière question du chat, peut-être. Ouais. Oui, parce que ça réagit beaucoup en fait sur le chat, mais je crois aussi par rapport à la table ronde précédente, et c'est toujours sur cette question épineuse de l'implication des citoyens et des citoyens aussi là qui témoignent sur le chat, qui se sentent et des citoyens un peu aguerris sur les questions aussi de décarbonation, qui sont engagés, etc., et qui se sentent un peu démunis et qui voudraient avoir un peu des exemples d'initiatives, de façon, comment ont été prises en compte la concertation, la mobilisation de citoyens. Bon, on n'a peut-être pas trop le temps de s'étendre malheureusement, mais on a dit qu'on pouvait prendre des contacts et peut-être mettre en relation avec les bons acteurs, mais si peut-être vous avez déjà des exemples à partager. Alors, je pense que Eugénie Cartron, agissante dans Net Zero Cities, qui nous a parlé d'innovation, de questions de gouvernance, d'implication des citoyens, a tout à fait des éléments à apporter. Oui, on a des exemples, effectivement. Harry mentionnait déjà 10 villes qui ont soumis leur contrat climat-ville, mais on a aussi tout un tas d'autres villes en action et on voit des exemples incroyables. Je peux mentionner notamment sur la collaboration, et réellement, on ne parle pas de participation citoyenne, mais réellement, on va plus loin. On va aussi parler de co-création avec les citoyens pour certaines villes, ce qui est incroyable à voir. La raison pour laquelle, en fait, je dirais qu'il y a eu un élément choc, pour revenir au panel précédent, il y a eu un élément choc pour certaines villes qui les a motivées à changer de trajectoire. On a vu des villes qui ont réalisé que 95% de leurs émissions ne dépendaient pas de la municipalité et étaient au-delà du contrôle direct de la municipalité. Donc à partir du moment où ils ont fait ce constat, il y a eu de grands pas mis en avant. Alors par exemple, on a une ville française, peut-être dans la salle aujourd'hui, qui a fait un énorme pas, c'est la ville de Lyon, en développant leur Agora 2030, qui travaille du coup avec plus de 65 acteurs locaux pour réellement les impliquer dans le contrat ville, et le contrat devient réellement le contrat de la ville, du territoire dans sa globalité, plutôt que celui de la municipalité ou de la métropole. Et ça devient très intéressant. On a aussi des autres exemples dans d'autres pays. Je peux penser par exemple à la ville de Guimarães, qui est du coup au Portugal, une ville très industrielle, pour qui 30% des émissions vient du secteur industriel, et qui mène deux fronts, deux processus, l'un avec les citoyens d'un côté, l'un avec le secteur privé industriel de l'autre. Avec les citoyens, ce qu'ils commencent à faire, c'est développer des pactes citoyens. Ils ont réellement commencé à développer des logiques à échelle de quartier, où les citoyens, à une échelle de quartier, vont en fait développer des engagements qui peuvent être quantifiés vis-à-vis de leur comportement, et pour imaginer, développer cette vision qui peut manquer, qui se relie au quotidien. Et après, leur deuxième volet, eux, ça va être par exemple l'engagement avec les acteurs du domaine de l'industrie, où là, la vraie question pour eux, c'est quelle est notre stratégie industrielle, finalement, pour revenir à ces questions du panel précédent qui étaient autour de comment est-ce qu'on peut relier la notion d'objectif neutralité climat avec une vraie spécificité locale qui peut être, du coup, dans la logique industrielle, dans la logique économique de la ville, qui peut être dans est-ce que notre ville, elle part sur une logique de reconstruction. On a par exemple des villes comme Istanbul ou des villes comme Rivne, en Ukraine, qui font partie de la mission et qui, du coup, sont
à fond dans cette logique de reconstruction et finalement font passer cette idée de nous transitionnons ensemble en termes écologiques derrière finalement un parapluie politique plus ouvert et plus grand qui permet de sécuriser politiquement la mission, en fait, de manière locale. Donc je dirais que c'est un petit peu les grandes lignes, c'est vraiment tendre la main vers les citoyens et vers les acteurs qui peuvent être plus petits, parce qu'ils sont ouverts, et pour la grande majorité, ils sont prêts. Et la deuxième idée, c'est réellement d'aller vers, on appelle ça du future proofing en anglais, mais du coup, vraiment cette idée de sécuriser la mission et cet effort d'un point de vue politique, en ne se basant pas sur des individus ou une équipe qui vont être pionniers, mais réellement en rendant l'idée de transition inébranlable, en la rattachant à des enjeux économiques et sociaux qui vraiment vont au-delà de cette idée d'écologisme qui peut être critiquée par certains. Merci beaucoup. C'est un sujet qui a beaucoup, parce qu'il y a eu beaucoup de questions dans le chat sur quid de la population, quid des personnes vulnérables. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est une journée qui s'adresse aux professionnels. Donc c'est normal qu'on ait un discours un peu professionnel, qu'on parle de processus, de dispositifs, etc. Mais on peut rappeler aussi que ça a été une partie très forte de la journée d'hier, avec la directrice générale de l'ANRU, où on a beaucoup parlé de cette question des quartiers prioritaires en disant mais finalement cette opposition fin du monde, fin de mois, elle ne fait pas sens dès lors qu'on regarde qui sont les citoyens qui doivent faire des efforts en priorité. Ce ne sont certainement pas les citoyennes et les citoyens les plus vulnérables d'entre nous qui sont concernés par les premières transformations sur la consommation, le rapport au transport, au tourisme, à tout un tas de choses. Et donc la sobriété, qui est souvent l'épouvantail sur ces questions de vulnérabilité sociale, ne concerne pas les plus vulnérables d'entre nous. Donc voilà, une fois qu'on l'a dit, ça va peut-être un peu mieux. Ce ne sont pas les personnes qui doivent faire les efforts en premier, c'est évident, parce que de toute façon, leur bilan carbone est beaucoup plus faible que celui des autres. On va continuer avec des perspectives locales. Justement, dans la table ronde d'après, je vous propose d'applaudir les participantes et les participants à ce panel. Merci beaucoup.